santé au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la prestation de serment de la 17e vague des volontaires nationaux de compétences à Kara. À travers cet exercice, ils se sont engagés à accomplir leur mission avec dévouement. Cérémonie officielle assure dans un instant. Du 4 au 12 février prochain se tiendra la première édition de la Semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une initiative pour repenser ce secteur de l'éducation qui peine à décoller. On en parle avec le ministre de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokou Eke Odin, dans un instant. Et puis, cette rencontre ce lundi du ministre de la Communication et des Médias avec les organisations professionnelles de la presse togolaise. Deux sujets, notamment l'avancement du processus devant aboutir à la signature de la convention collective, étaient au cœur des échanges. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a procédé cet après-midi à la revue annuelle de ses performances pour le compte de l'année 2021. Les travaux qui se sont déroulés à la Maison des Jeunes à Madaromé, à Lomé, ont été présidés par Madame le ministre Dossou d'Almeida. Pour l'essentiel, les assises ont permis de faire le bilan de l'ensemble des activités menées par le département ministériel et d'élaborer les perspectives pour l'année 2021-2022. Nous y reviendrons. La 17e vague des volontaires internationaux de compétences a prêté serment à Kara. Il s'agit des volontaires déployés pour le compte de la partie septentrionale du Togo. À travers cet exercice, ils se sont engagés à accomplir leur mission avec dévouement. Nestor Mouzou. Acte symbolique à accomplir à chaque début de mission. Les volontaires nationaux de compétences de la 17e vague, envoyés dans les régions centrales, Kara et Savane, par l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont prêté serment, comme l'ont déjà fait ceux déployés dans la partie méridionale. Pour les 3 régions du septentrion, ce sont 180 volontaires qui ont été mis à leur disposition. Plusieurs secteurs sont concernés, mais l'éducation se taille la part du lion. Le domaine de l'éducation est beaucoup en manque d'enseignants scientifiques. Donc, ce sont des jeunes mathématiciens, physiciens et des spécialistes de l'SVT qui vont aller outiller nos jeunes élèves dans les établissements scolaires. L'ANVT, au-delà des secteurs de l'éducation, intervient dans la santé, dans l'environnement, mais aussi dans l'agriculture. Ils sont ici 20 volontaires dans les autres domaines qui iront renforcer les structures telles que les centres de santé, les centres agricoles. Avant la prestation de serment, les volontaires nationaux de compétences ont passé presque une semaine pour un renforcement de capacité. Nous avons été formés surtout sur la pédagogie et la psychologie de l'adolescent, voir que les enfants que nous allons avoir sur le terrain seront des adolescents. Et sur le terrain, je compte m'outiller dans ma spécialité afin de donner de bonnes connaissances à ces adolescents. En prêtant ce serment, ça m'inspire, une fois arrivé sur le terrain, de travailler avec humilité, bravoure, abnégation. Le représentant du préfet de la COSA, Maliawai Hassim, a relevé que le volontariat national de compétences contribue à la réduction du déficit du personnel dans plusieurs services. Il a adressé aux membres de la 17e vague toute la reconnaissance des plus hautes autorités du pays pour leur engagement pour la réalisation des actions de développement socio-économique du Togo. Nous allons ouvrir la page santé avec la journée mondiale de la lèpre, une maladie aujourd'hui maîtrisée au Togo. Un centre a été érigé à Koloaré, dans la région centrale, pour le traitement de cette pathologie. C'est un événement célébré chaque dernier dimanche du mois de janvier. De bonne volonté dont le ministre Afo Atchadeji était aux côtés des victimes à cette occasion. Désiré Aloy.
La célébration de cette journée réservée aux personnes vivant avec cet handicap qu'est la lèpre est marquée par la visite du ministre Afo Acha Deji en charge des transports et d'autres bonnes volontés aux malades à Koloagé, centre reconnu pour le traitement de cette pathologie depuis le temps colonial. Bras chargés de vivre, de non-vivre et d'une enveloppe financière pour leur réconforter en semant un grand amour dans leur cœur. Allons dire merci à monsieur le ministre et aux députés et à tous les collaborateurs qui sont venus nous offrir un présent pour aider nos parents malades vivant avec ces séquelles de la lèpre. Nous avons actuellement 21 malades, mais qui sont des séquelles, qui vivent les séquelles de la lèpre. Ils ne sont plus lépreux, mais c'est les séquelles de la lèpre, ils vivent avec. Cette journée nous rappelle un peu l'histoire du combat de nos sœurs pionnières pour lutter contre cette lèpre par l'aide du gouvernement et de ses partenaires. Et beaucoup de nos parents qui sont décédés suite à cette maladie. Donc nous voyons actuellement nos parents qui vivent avec les séquelles. Mais c'est une joie parce qu'on a pu vaincre cette maladie. Journée commémorative marquée aussi par une rencontre pieuse, messe catholique à la paroisse Saint-Léon X pour confier les malades, les soignants, bref les populations de Koloaré à Dieu. Et on sait tous que Koloaré est le centre de suivi de la lèpre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il a été organisé une prière chrétienne et pour apporter notre soutien aux malades qui se trouvent ici, hospitalisés, et leur dire toute notre compassion. Amour universel manifesté dans son homélie, le Père célébrant, s'inspirant de Luc et d'Ésaïe, a appelé tous à vivre la foi et à avoir confiance au Créateur. Il a convié tout un chacun à renouveler son amour pour tous et tourner son regard envers ces personnes vulnérables qui ont besoin d'un soutien permanent pour leur épanouissement. Et ce communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins pour poursuivre. Des cas de rougeole ont été confirmés dans plusieurs districts sanitaires du pays au cours du mois de janvier 2022, notamment dans les districts d'Agoué, Ave, Bassa, Golfe et Zio. Les investigations sont en cours dans la communauté pour la recherche d'éventuels cas en vue de leur prise en charge adéquate. Face à cette situation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a pris des dispositions, entre autres. Organisation de la prise en charge des cas, renforcement de la surveillance épidémiologique et l'alerte précoce, sensibilisation de la population sur les mesures préventives, entre autres la vaccination anti-rougeoleuse de routine et la conduite à tenir devant des signes de suspicion. La rougeole est une maladie infectieuse virale très contagieuse affectant majoritairement les enfants. Elle se transmet par inhalation des gouttelettes de sécrétion nasale ou pharyngée émises par une personne infectée. Elle se manifeste très souvent par une forte fièvre, une rhinorrhée, nez qui coule, des yeux rouges et une éruption cutanée. La rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Le vaccin contre la rougeole est sans danger, efficace et reste le principal moyen de prévention contre la rougeole. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins invite les populations à une vigilance plus accrue et l'adoption de comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Se laver les mains régulièrement et soigneusement avec de l'eau et du savon ou à défaut, utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment, en particulier celles qui sont régulièrement touchées. Faire vacciner les enfants à travers la vaccination
préventive anti-rougeoleuse de routine telle que établie par le programme élargi de vaccination. En cas de signe de la maladie, se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Et c'est signé le professeur Moustapha Mijiawa. Une autre maladie qui fait parler d'elle actuellement, la fièvre hémorragique virale. Des stratégies sont mises en place pour l'éradiquer. Des exercices de simulation qui consistent à outiller les agents de santé sur les techniques de détection et le processus d'évacuation d'un cas. L'opération s'est déroulée à Tohou, dans le Moyen Mounou. Sylvia Raboutou. Ce n'est pas un cas qui concerne la pandémie actuelle, mais plutôt un exercice de simulation sur la fièvre hémorragique virale. Le scénario se déroule à la direction préfectorale de la santé de Tohou, considérée comme un point d'entrée, c'est-à-dire une frontière. Il s'agit à travers cet exercice de simulation de former les agents sur les procédures à suivre depuis la frontière en cas de détection d'un cas de fièvre hémorragique virale, la fièvre Lassa par exemple. Nous sommes effectivement en train de simuler la réactivité par rapport aux procédures pour pouvoir renforcer la capacité des acteurs au niveau du point d'entrée de Tohou, pour qu'en cas de question, surtout dans ce contexte de l'ouverture des frontières, s'il trouve un cas d'une maladie qui nécessite qu'on puisse vite réagir, voir comment les gens peuvent faire pour améliorer leurs compétences pour pouvoir y faire face en cas de question. Et une fois le cas détecté au niveau d'une frontière, quelle est la démarche à adopter pour l'évacuation du cas de la frontière à un centre de prise en charge? Dans ce scénario, voici les conduites tenues par les agents. Ils ont fait faire l'évaluation primaire par le responsable de la formation sanitaire de la zone. Ils ont fait appel alors au DPS qui est venu lui-même confirmer donc par une autre évaluation du risque et fait appel au responsable du service de prise en charge qui est venu, qui a envoyé une ambulance avec l'équipe d'intervention rapide. Donc la simulation se fait comme ça et ça, la dernière partie, c'est la DRI, comme on disait, et ils ont pu transférer le cas dans un centre de prise en charge qui naturellement est géré aussi par une autre équipe. La formation consiste en fait à amener les agents à maîtriser toutes les techniques et procédures relatives à la notification, l'isolement et l'évacuation d'un cas d'une frontière à un centre de prise en charge. Bien avant cette simulation, les agents de santé se sont familiarisés avec les bonnes pratiques pour qu'elles soient bien appliquées sur le terrain. Et nous allons refermer cette page santé avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, lundi 31 janvier 2022, elle se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 509, 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 32 645, 104 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3 596 et le nombre de décès est de 268. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. L'artisanat, un secteur porteur, mais la main-d'œuvre qualifiée manque encore et l'orientation des apprenants est à revoir. L'enseignement technique et la formation professionnelle a de nouvelles ambitions pour changer la donne, en commençant par l'orientation scolaire et professionnelle en lien avec les opportunités d'emploi. Les acteurs s'engagent à fouiller de fond en comble les difficultés du secteur pour repartir sur de nouvelles bases et faciliter l'employabilité des sortants de l'enseignement technique tel que recommandé par la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce sera à partir du 4 février. Quelle nouvelle vision pour l'enseignement technique et la formation professionnelle? Éclairage d'Odoaré. Plus de formation sans stage en entreprise, plus de formés sans aucun suivi. L'enseignement technique se réinvente. Une semaine sera consacrée à ce sous-secteur de l'éducation. L'exigence selon la feuille de route gouvernementale 2025, c'est de former des artisans qui s'insèrent directement sur le marché de l'emploi. Un pari que le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut gagner. En réalité, nous sommes censés former pour le développement économique. Et si on veut avoir la fierté d'être le ministère qui forme pour le développement
il faudrait qu'on puisse assurer l'insertion des formés. C'est fondamental. Des artisans en chômage, le Togo n'en veut plus. Le pays mise donc sur la formation en alternance pour relever le défi. Se former, démarrer un emploi, gagner en expérience, les artisans sortiront gagnants de ce mode de formation qui allie théorie et pratique en entreprise. Le premier pas a été franchi récemment avec certains apprenants placés en stage dans certaines entreprises. La formation en alternance sera donc désormais le leitmotiv des centres de formation, que ce soit public ou privé. Les acteurs sont déjà mobilisés pour en parler à la semaine d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Métiers porteurs, inadéquation formation-emploi, nouvelles innovations, employabilité des sortants, aucun détail ne sera laissé pour compte. C'est un rendez-vous qui promet de nouvelles orientations dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les artisans et maîtres artisans. Leur compétitivité sur le marché de l'emploi en dépend. Des partenariats publics-privés sortiront également de cette rencontre. Les bénéficiaires ne seront autres que ces mêmes artisans. Et à propos, justement, nous sommes sur ce plateau avec le ministre de tutelle donc, pour parler de la première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre de tutelle, donc, Kokou Eke Odin. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vous également. C'est la première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord témoigner ma reconnaissance au chef de l'État pour avoir placé, fait du secteur de l'enseignement technique et de la formation un pilier du développement socio-économique du Togo, et nous avons fait l'honneur de diriger ce secteur. Comme vous le savez déjà, le secteur éducatif avait l'habitude de célébrer la semaine culturelle. Et donc, y compris les élèves de l'enseignement technique comme les élèves de l'enseignement général. Mais nous nous sommes dit, étant donné que notre secteur est un peu particulier, la semaine culturelle ne permet pas de montrer à la population togolaise le savoir-faire, les compétences de ce secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Donc, il faut donner une opportunité aux jeunes élèves, il faut donner une opportunité aux enseignants et aux encadreurs du secteur de montrer de quoi ils sont capables, ce qu'ils font quotidiennement, et à travers ceci, motiver ceux qui traînent encore à prendre le pas de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et qu'est-ce qui sera concrètement fait au cours de cette semaine spéciale? Au cours de la semaine, il y a beaucoup d'activités qui seront réalisées, mais je voudrais citer quelques-unes de ces activités. Nous aurons des rencontres, des conférences, débats où des opérateurs économiques, les cadres de l'administration, les partenaires de l'enseignement technique de la formation professionnelle vont participer à ces conférences débats. Nous aurons aussi des panels, les panels qui vont être animés par nous et également par nos partenaires, ceux qui accompagnent le secteur. Nous pourrons relever par exemple des panels par l'OTR, des panels par le FNAPP, le Fonds national d'apprentissage de perfectionnement professionnel. Nous aurons des panels sur la digitalisation, le numérique. Nous aurons également des manifestations socio-culturelles. Il y aura du sport, il y aura la marche de la santé de l'enseignement technique et il y aura une grande occasion de partage, d'échange sur le placement des apprenants en stage, également comment faire pour leur employabilité, leur insertion professionnelle. Donc, voici quelques-unes des activités qu'il aura. Ces activités vont se dérouler depuis les établissements scolaires jusqu'à la nationale, en passant par le niveau préfectoral, le niveau régional, avant que nous ne puissions venir. Donc, du 4 au 6, ce seraient les activités dans les centres.
du 7 au 8 les activités au niveau préfectoral et du 9 au 10 les activités au niveau régional, pour que tous les Togolais puissent apprécier les réalisations, le savoir-faire des élèves et des formateurs du secteur. Maintenant, du 10 jusqu'au 12, ce serait au niveau national, donc à Lomé ici, et nous prévoyons une activité principale, c'est la journée d'échange avec les acteurs et des partenaires de l'enseignement technique qui aura lieu le 11 février 2022. Et dans la soirée, nous avons dénommé la soirée des lauréats. Au cours de la célébration, nous allons identifier et sélectionner certains élèves. Et au niveau national, je pense au début, ils seront plus nombreux. Nous allons prendre en compte 150 personnes et à la fin, il est prévu de primer 50 lauréats, élèves en formation actuellement au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Plusieurs activités donc au programme. Et parlons de ce sous-secteur. Quelle est sa mission et ses offres de formation? Principalement, notre mission, comme le dit la désignation, c'est mettre à la disposition du secteur professionnel du marché du travail des techniciens compétents, capables d'accompagner ces entreprises dans la réalisation de leur activité pour le développement économique et socio-économique du Togo. D'accord. Une semaine sera donc consacrée à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Et quel est le taux d'accès des apprenants dans ce sous-secteur? Actuellement, en 2020, le taux d'accès qui a été annoncé, c'est 6% des jeunes du secondaire participent à l'enseignement technique, à la formation professionnelle. Et nous envisageons, la feuille de route nous recommande de porter ce taux à 10% au moins d'ici 2025. Vous constatez que le taux est très faible et que nous devions faire des efforts pour pouvoir amener plus de jeunes dans le secteur. Et que faites-vous aujourd'hui pour que l'orientation scolaire et professionnelle ait un lien avec les opportunités d'emploi? Oui, nous avons initié un projet de placement des élèves en stage pendant qu'ils sont avec nous. Nous avons également tout un document, toute une stratégie de sensibilisation, d'information, de sensibilisation de la jeunesse togolaise, de sensibilisation des parents, que les gens puissent découvrir ce que nous faisons à l'enseignement technique, les opportunités et les actions que nous menons, et puis les débouchés qu'ils ont, les spécialités pour lesquelles nous formons, les débouchés, les chances que nos sortants ont avant de faire chose. Et également, dans le cadre du placement, nous visons à la fin de relever le taux d'insertion professionnelle de nos sortants à 80%, c'est ce que recommande la feuille de route. Au moins 80% des sortants de l'ETRP doivent être insérés sur le plan professionnel. Soit ils sont recrutés par des entreprises ou au niveau de l'État et ils fonctionnent bien, ou soit ceux qui ne trouveraient pas de place, principalement, doivent être accompagnés à pouvoir créer leur propre entreprise. Et Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème de circonstance, l'employabilité des sortants et digitalisation de l'ETFP? Oui, parce qu'aujourd'hui, si nous prenons le côté employabilité, nous voulons insister sur le fait que nous ne pouvons plus former pour former. Donc, ceux que nous allons former, nous mettons accent pour que dès qu'ils sortent de l'enseignement technique, qu'ils ont leur diplôme, qu'ils puissent trouver à faire. Soit ils créent leur propre entreprise, ou soit ils trouvent l'opportunité d'être embauchés par une société, une entreprise, une administration. Donc, nous soulignons cela pour que les acteurs puissent nous aider, nous accompagner à travailler sur cette thématique de l'employabilité de la jeunesse. Et de l'autre côté, nous devions aussi agir ensemble pour améliorer la digitalisation de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que comme vous le voyez aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans le numérique. Et nous, dans nos centres, nous avons les UNT,
et donc qui consiste à implanter les unités numériques dans les établissements où les élèves peuvent aller sur les plateformes, recueillir les cours et faire cela. Mais nous souhaitons à la longue que tous les établissements soient dotés des UNT, l'environnement numérique de travail, où il y a les ordinateurs, tout cela, et peuvent travailler quand ils veulent et comment ils veulent. Donc, cette digitalisation va renforcer la productivité de nos établissements, donc va renforcer les compétences. L'enseignant ne va plus utiliser en grande quantité la craie. L'enseignant va utiliser le projecteur, va utiliser les ordinateurs. Plus de donc, papier. on va réduire les papiers. Et les élèves doivent être dotés de leur laptop. Chaque élève va être doté de son laptop. Donc le professeur peut envoyer le cours à ses élèves à tout moment. Un professeur qui est à Lomé peut envoyer des cours à un élève qui a d'apprendre, peut copier, ainsi de suite. Donc c'est ça la digitalisation de l'enseignement technique. Nous voulons aller dans le numérique. La maladie du coronavirus nous a montré que nous devions aller imposer cela. Donc nous ne pourrons plus fonctionner comme avant. Il faut faciliter l'apprentissage par le numérique. Merci, monsieur le ministre, pour cet éclairage. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat, Kokou Eke Odin. Merci également à vous. Je vous en prie. Je vous remercie. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. On en vient à cette rencontre du ministre de la Communication et des Médias avec les organisations professionnelles de la presse privée et d'État. Le point du dialogue entre le ministre et ses associations, l'avancement du processus devant aboutir à la signature de la convention collective sont les projets essentiels qui ont été abordés. Christine Péché-Kialoudé. Le ministre de la Communication et des Médias face aux organisations professionnelles de presse. Le point du dialogue entre les deux partenaires et le niveau d'avancement du processus devant aboutir à la signature de la convention collective du secteur sont les sujets au menu de la rencontre. Ce tour de table nous a permis de voir les avancées réalisées, de nous interroger aussi sur les difficultés rencontrées et de voir ensemble comment nous organiser pour aller plus loin. D'ici 2 semaines, nous allons nous retrouver autour d'une table pour amender le texte existant et envisager d'aller vers une signature. Nous avons échangé autour du code de la presse et nous nous sommes compris sur un certain nombre de choses. La professionnalisation des médias, le respect de la déontologie restent des défis. Les responsables des organisations de presse trouvent l'initiative louable. Elle permet de s'accorder sur les meilleures pistes à explorer pour un meilleur avenir de la presse togolaise. C'est d'abord une initiative louable de la part du ministre. Nous avons eu des échanges très fructueux avec le ministre qui a promis continuer ce dialogue presque permanent avec les responsables des organisations de presse. On s'est souhaité les vœux et on a échangé sur les problèmes qui minent la presse togolaise et qu'on se rencontre souvent pour régler nos problèmes. Il en va de la visibilité et de l'honorabilité même de notre pays. Il est fort possible que dans les jours à venir, les discussions soient réouvertes afin qu'on puisse parvenir à cette convention collective. Et on a également parlé beaucoup de l'avenir de la presse togolaise, le débat autour du code de la presse et de la communication. La rencontre se situe dans la logique du dialogue établi avec les organisations de presse depuis l'année dernière. Le mois de janvier s'achève ce lundi. Du côté du gouvernement, il a été marqué par plusieurs activités, des actions en faveur de la santé, de l'inclusion sociale, des infrastructures, entre autres, des sujets de discussion entre le ministre secrétaire du gouvernement, Kanka Malik Nachaba, et la population togolaise. Échange en live sur Facebook qui a connu la participation d'un nombre important d'internautes. Le point avec Ekoué Salah.
c'est cette protection-là dont nous devons nous Plus de 2 heures sur Facebook Live pour passer au crible les grandes actions du gouvernement qui ont marqué le mois de janvier 2022. Un exercice auquel s'est soumis le ministre secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Nachaba. Allocation de départ à la retraite, plafonnement de la caution et de la garantie de loyer, le démarrage des travaux de la route de Ségbé, le programme Wezu. Autant de sujets inscrits au débat avec les concitoyens togolais. Des actions qui tirent le fondement de la feuille de route gouvernementale 2025. Les bases de la feuille de route ont été posées et de fort belle manière avec PIA, avec Kekeli, avec la centrale de l'État et avec d'autres projets qui ont été démarrés, le projet Santé et Soins universels, le projet Wezu. Tous ces projets ont été démarrés en 2021 et en 2022, ils doivent accélérer. Ce qui importe au gouvernement, c'est comment satisfaire le bien-être des populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national. Et nous le voyons, la mobilisation de tous dans ce domaine de la sécurité humaine, de la sécurité sanitaire, de la sécurité sociale est un engagement qui est reconnu à travers le monde et qui est salué. Et on l'a vu encore récemment avec l'adhésion des bailleurs, l'AFD, qui a signé avec le gouvernement pour abonder le programme des filets sociaux, des transferts monétaires à travers nos vici. L'une des préoccupations la plus exprimée par les Togolais via ce canal, c'est bien la question de la vie chère. À cette réalité s'ajoute la taxe d'habitation qui, selon les intervenants, rend les choses plus difficiles à la population togolaise. La taxe d'habitation, ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est une taxe qui existait déjà et dont les modalités pratiques de perception ont été annoncées récemment. C'est juste la manière dont ce sera perçu par l'OTR qui a été annoncé pour pouvoir montrer qu'en fait, en réalité, ces taxes bénéficient essentiellement aux collectivités dans lesquelles vous vivez, dans lesquelles nous vivons tous. Il y a des gens qui sont concernés par une situation particulière. Ils payent au comptant sur un début d'année et ensuite, comme la taxe est prélevée à travers la facture d'électricité, ils craignent d'être prélevés doublement dans la mesure où ils ont déjà payé une fois et à travers la facture d'électricité, ils risquent d'être prélevés une deuxième fois. Mais je pense que les responsables de l'OTR pourront répondre plus précisément à cette question sur les modalités pratiques et techniques de régler ce problème-là. La situation des enseignants volontaires, les questions liées à la digitalisation et à la connexion haut débit, à l'électricité ne sont pas laissées pour compte. Face à la montée des menaces djihadistes, le ministre secrétaire général du gouvernement a exhorté la population à être sur le qui-vive et à aider les forces de défense et de sécurité à combattre le phénomène. Il les a invités à accentuer la vaccination contre le Covid-19. Le taux de vaccination anti-Covid, actuellement de 30%, devra être amélioré pour permettre au Togo d'atteindre son immunité collective. Ce communiqué conjoint pour terminer, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins et le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières communiquent. Il nous a été rapporté des mortalités de volailles dans plusieurs localités des préfectures de Tandjouaré et Tone dans la région des Savanes. Il ressort des investigations épidémiologiques, à savoir des tests rapides et des analyses PCR, des résultats négatifs au virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1, communément appelée grippe aviaire, dans les dites localités. Ces mortalités sont dues à des infections respiratoires qui surviennent habituellement en période d'harmattan, causant notamment la pseudo-peste aviaire. Par contre, les résultats des échantillons d'une ferme avicole semi-moderne à Touaga, dans la banlieue de Dapaon, ont été positifs à la grippe aviaire. Face à cette situation, des mesures conservatoires conformes au plan opérationnel de riposte contre la grippe aviaire ont été prises, notamment l'abattage, l'incinération et l'enfouissement des cadavres de volailles, la destruction des œufs, de la provende et du matériel d'élevage, mangeoires,
alvéoles et litières. La désinfection des poulaillers et des magasins de stockage. La mise sous quarantaine de l'exploitation avicole incriminée. L'interdiction de mouvement des volailles, la fermeture des marchés à volailles et des provenderies dans la préfecture de Thônes pour une durée de 30 jours. La prise en charge médicale des personnes cibles ayant eu des contacts avec la ferme avicole. Nous saisissons une fois encore cette occasion pour féliciter les éleveurs pour leur collaboration et les convions au respect scrupuleux des mesures de biosécurité dans leur élevage. Nous leur rappelons l'obligation de l'application des tests réglementaires régissant l'installation et l'exploitation des fermes d'élevage et des couvoirs au Togo. Il s'agit de la loi numéro 99-002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République togolaise et à l'arrêté numéro 111/21/CAB/SG/DE du 26 juillet 2021 fixant les conditions d'octroi d'agrément. Nous invitons l'ensemble de la population togolaise à la vigilance en rapportant aux services vétérinaires les plus proches de leur localité tout cas de mort subite et massive de volailles ou d'oiseaux sauvages. Donc, un communiqué signé des ministres de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa, de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, et de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Antoine Lekpa Begbeni. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon début de mois de février et à très prochainement.